Du 14 au 16 mai, Cotonou a accueilli la conférence nationale des forces vives des religions endogènes. Nos religions endogènes face aux défis contemporains a été le thème principal de ces assises. L'objectif de cette rencontre est de pouvoir mettre en commun les différentes réflexions de ceux qui pratiquent les rites traditionnels initiatiques, le Fa et le Vaudou. L'heure est désormais au bilan. Au terme de ces assises, il a été créé le Conseil national des cultes endogènes du Bénin, CONASEB. Alors, des derniers événements connus au Bénin, notamment la propagation du phénomène du Kénessi et des crimes crapuleux à des fins de rituels au Bénin, quelle solution propose donc ce Conseil? Peut-on croire qu'un pas est désormais franchi vers l'assainissement du milieu occulte au Bénin? Mesdames, Messieurs, Afrique de l'Ouest, CONASEB vers l'assainissement du milieu des religions endogènes au Bénin. C'est le thème principal donc de cette émission. Et pour en débattre, je reçois pour vous Silas Agbo. Vous êtes le chargé de projet donc au sein du bureau exécutif de CONASEB. Tout à fait. Merci donc d'être là. Je vous en prie. En face de vous, c'est bien sûr vénérable David Kofi Aza, consultant culturel et cultuel. Vous êtes le président, si je m'abuse, donc de ce bureau exécutif. Oui. Alors merci donc d'être là. C'est un devoir. Alors, des assises nationales sur les religions endogènes, qu'est-ce qui était vraiment urgent à ce niveau pour qu'on en convoque? Ce qui est urgent à ce niveau, c'est parce que, vous savez, d'abord les derniers événements qui constituent la goutte d'eau qui a débordé le vase. Mais avant ça, il faut reconnaître que nous exerçons dans un environnement qui n'est pas organisé. Dans un environnement où il y a beaucoup de fous-tout, où n'importe qui se lève et puis s'auto-proclame dignitaire, s'auto-proclame vaudounon, bokonon et tout. Donc il y avait un amalgame terrible dans la corporation. Donc il y avait nécessité d'abord d'une part d'assainir la corporation, mais en même temps, à cela s'ajoutent les problèmes de crimes rituels auxquels nous avons assisté depuis un moment. Mais également, il faut reconnaître qu'il y a beaucoup d'imposteurs au niveau de notre tradition, et ceux qui pratiquent ces crimes crapuleux le font au nom du vaudou et en tant que dignitaire. Donc il y a lieu de voir clair dans ce qui se passe, mais en même temps profiter pour régler les problèmes qui étaient déjà latents au niveau de notre corporation. Donc pour vous, il y a urgence. Il y a urgence. Alors, ces rencontres ont rassemblé des hauts dignitaires de Fa et les prêtres vaudous. Est-ce que vous pensez que ce sont seulement ces deux entités qui font la chefferie traditionnelle, ou en tout cas les religions endogènes au Bénin? Alors, vous savez, quand on parle des cultes endogènes, il y a différents types de personnes qui pratiquent. En réalité, on peut parler des prêtres. Et les prêtres, vous avez les prêtres du Fa, vous avez les prêtres du Vaudou, vous avez aussi d'autres acteurs, vous comprenez? Donc, ces assises, comme vous l'aviez bien annoncé, l'objectif, c'est d'arriver à un assainissement de ce monde-là. Et ceci est devenu une urgence par rapport aux récents événements que nous avons connus. Or, pour le faire, il faut s'organiser d'une certaine façon. Il faut faire les choses avec méthode. Et donc, c'est pour cette raison que beaucoup d'acteurs de la corporation ont été réunis déjà à travers toutes les associations qui ont été régulièrement enregistrées, plus également d'autres personnes physiques qui ont participé d'abord aux travaux préparatoires, mais aussi aux conclusions de cette conférence des forces vives des religions endogènes. Professeur, pourquoi des associations et fédérations enregistrées? Est-ce pour donner un caractère officiel à la chose, ou simplement parce que vous êtes allé puiser dans un agrégat qui est déjà sur place? Oui, parce que vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont dans le domaine. Et si on doit sélectionner des gens, des personnes physiques directement, on est obligé ou on sera tenté de faire du clientélisme. Et maintenant, pour donner un caractère officiel, nous avons décidé de réunir les acteurs qui sont déjà régulièrement reconnus par l'État béninois. Et à partir de là, nous avons ajouté des dignitaires des couvents qui existaient avant 1960, qui ne font pas partie des associations sélectionnées. Nous sommes à environ 70 associations à œuvrer dans le domaine des cultes endogènes au Bénin, reconnus par le ministère de l'Intérieur. Donc, à cela s'est ajouté les dignitaires du culte vaudou qui ne sont pas membres de ces associations dont les couvents existaient avant 1960. Alors, M. Agbo, vous avez souhaité quand même que
ces assises permettent également de remettre de l'ordre dans ce secteur et de mener des réflexions. En étiez-vous satisfait au thème des travaux? Ah oui, tout à fait. On a été satisfait. Parce que pour vous donner un exemple et pour rebondir sur ce que disait notre président, le professeur David Kofi Aza, l'objectif était d'abord de ne pas faire du clientélisme. Notre organisation, l'organisation que je représente, la confrérie des liens ancestrales, COLA, ne connaissait pas du tout notre président, le professeur David Kofi Aza. On était tranquille chez nous une fois quand le secrétariat a reçu un coup de fil en disant il y a quelque chose qui est en train d'être organisé, venez au cabinet pour plus d'informations, etc. Et là, tout le processus a été suivi. Et de l'autre côté aussi, il y avait des associations qui n'avaient pas de numéro de téléphone et on était surpris de voir que il y a une délégation qui s'est déplacée sur le terrain, aller à leur siège les rencontrer pour pouvoir les inviter. Donc vous voyez quand même l'enthousiasme déjà du comité préparatoire, mais aussi la méthodologie, l'engagement qui a été le sien. Donc les conclusions auxquelles déjà nous sommes aboutis, nous, en tout cas, nous satisfaisons. Pourquoi? Parce que quand on est reparti à la base au sein de notre organisation et qu'on en a reparlé, tout le monde était content. Et cela ne nous étonne pas parce qu'avant, il y a eu tout un travail préparatoire qui a été effectué par des experts, des comités, un comité scientifique a été mis en place et qui a aussi pris contact avec des autres dignitaires. Voilà, on va revenir donc sur les aspects organisationnels de ces assises-là. Professeur David Kofi Aza, fédérer toutes les énergies autour d'un idéal alors que vous êtes dans un cadre informel. Comment c'est possible? C'est bien possible. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans un cadre informel, puisque la plupart de ces associations qui sont venues sont reconnues déjà par l'État en tant que professionnels du domaine. Déjà, pour nous, notre vision est de pouvoir parler non seulement d'une seule voix, mais identifier les défis auxquels nos pratiques, nos religions endogènes sont confrontées et pouvoir trouver une solution d'ensemble. Parce qu'individuellement, nous ne pouvons pas arriver. Donc, quand on va fédérer les énergies, quand on va se mettre ensemble, nous pouvons apporter un petit plus à notre corporation, mais également faire avancer la corporation, puisque aujourd'hui, déjà, à partir du phare, du vaudou ou même nos pratiques et nos liens ancestrales, il y a un certain nombre de choses qu'on doit forcément autour desquelles on doit forcément se retrouver, puisque chacun de nous fait il y a une certaine diversité, mais il y a quelque chose qui unit tout le monde. C'est pour ça que nous avons décidé lors des assises d'adopter une charte qui engage tous les participants et tous ceux qui vont venir après. Donc nous avons un idéal commun et autour de cet idéal-là, chacun évolue dans sa diversité et au bout du rouleau, nous allons contribuer, compte tenu de nos positions à divers niveaux, au développement de notre nation. Il y a des associations ou confédérations qui existaient avant votre naissance. Il y a l'ordre sacré des religions endogènes. Il y a le comité de suivi, par exemple, des cultes et religions endogènes du Bénin. Il y a également le syndicat national des médecins intellectuels du Bénin. C'est bien sûr le SINAMITRAB. Alors, est-ce que ce conseil aujourd'hui est une fédération de tous ces ensembles-là où vous allez opérer de façon solitaire? Non, déjà à sa naissance, vous savez, déjà je rappelle que sur les 70 associations qui ont été invitées, 65 ont répondu présentes. Donc notre objectif n'est pas d'évoluer ou de laisser les autres évoluer en singleton, mais c'est de pouvoir fédérer toutes les énergies. Et vous avez vu déjà l'adhésion massive que ce creuset a eu, et cela n'empêche pas l'exercice libre des associations membres. C'est-à-dire chaque association membre continue par faire ses activités. Mais de temps en temps, nous allons nous regrouper autour de ce qui nous unit et ensemble mener des actions de façon collégiale au niveau de ce qui nous unit. Donc, chaque association évolue normalement. Ça n'empêche plus, ça n'empêche pas le travail de ces associations sur le terrain. Au contraire, notre objectif est de pouvoir renforcer les associations sur le terrain et au mieux trouver les voies et moyens pour subventionner les activités des associations-là sur le terrain. Et c'est sur ces associations-là que nous-mêmes, nous allons, le CONACEF va s'appuyer pour pouvoir développer sa politique d'action. M. Silas Sabo, vous avez commencé déjà à évoquer l'aspect tout à l'heure. Vous avez parlé du cadre méthodologique du travail au cours de ces assises. D'abord, les travaux préparatoires jusqu'au déroulé donc, des différentes activités. Vous êtes parvenu à des recommandations.
Il y a même également un statut qui est déjà rendu disponible. En attendant de formaliser tout ceci, quels sont les grands axes donc, de ces recommandations qui vous tiennent à cœur aujourd'hui? Alors, déjà, les grands axes, comme vous allez le découvrir de façon détaillée par la suite, les recommandations sont au nombre de 60. Mais ce qui est le plus important pour nous, c'est d'arriver avant même d'aller dans les détails de ces recommandations, à faire un recensement de tous les praticiens des religions endogènes au Bénin pour pouvoir être plus efficace. Parce que très souvent, quand on fait ce genre d'exercice, on fait beaucoup de recommandations. Nous allons faire ci, nous allons faire ça, nous avons envie de ci, nous donnons tel type d'objectif. Mais comme vous venez de le souligner, on beaucoup évolue dans un cadre informel. Comment nous allons faire déjà pour formaliser tous ces cadres-là? Je pense que c'est d'abord l'un de nos premiers objectifs. Et parmi les recommandations, il y a différents types de recommandations. Il y a des recommandations qui nous engagent nous-mêmes. On pourra aller dans ces détails par la suite. Mais il y a les recommandations qui sont formulées vis-à-vis du gouvernement, vis-à-vis des autorités, pour prendre davantage en compte les préoccupations des dignitaires, les préoccupations des praticiens des cultes endogènes. Professeur Kofi Aza, je ne veux pas quand même demander qu'on aille peu par point, mais je prends quand même à la volée comme ça, une recommandation 31 par exemple qui parle de canaliser le monde vaudou par un système adéquat. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par là? C'est-à-dire que nous avons décidé de codifier désormais le monde du vaudou. Et que désormais, n'importe qui ne se lève plus pour devenir vaudouno. C'est-à-dire qu'il y aura des centres de formation et de perfectionnement qui seront créés. Et les vaudounos, ou ceux qui aspirent à se professionnaliser, ou ceux qui héritent des vaudounos de leur père, vont pouvoir être formés dans ces centres de formation et de perfectionnement. Mais aussi, on mettra en place un système qui permettra de canaliser tous les pratiquants du culte vaudou. Le numéro 7, par exemple, nous dit permettre aux dignitaires du culte endogène de prendre les photos avec leur couronne, foulard ou chapeau dans le cadre de l'établissement de leur pièce d'état civil. En quoi ça gêne si on demande à un dignitaire d'enlever quand même sa couronne pour prendre sa photo? C'est juste l'aspect physique de la chose, ça. Alors, vous savez, ce point est très important. Dans nos religions endogènes, la forme compte énormément. Et quand vous voyez un haut dignitaire, un roi, vous le rencontrez avec tout son accoutrement spirituel. Donc, c'est un point vraiment important pour nous. Et quand on rentre un peu dans l'ordre du sacré, vous ne pouvez pas demander à un roi, à un haut dignitaire d'enlever sa couronne spirituelle. C'est vrai que les coutumes également font partie donc, des sources de droit, mais en la matière, lorsque nous sommes en face des tests ici, il faut quand même que tout le monde respecte cela. Professeur Kofi Aza, vous pensez qu'on doit laisser un dignitaire parce qu'il est au rôle de personnalité, garder sa couronne pour faire une carte d'identité ou se faire enrôler par exemple? C'est possible. Au niveau d'autres religions révélées, des religions à livre, beaucoup le font. Ils gardent leur petit chapeau sur la tête pour faire des photos d'identité. Ils gardent leur foulard sur la tête pour faire des photos d'identité. Mais ici, nous sommes dans le sacré. Et ce n'est même pas très bien. Parce que cela a des conséquences sans qu'on ne sache sur le vis-à-vis. Ce n'est pas très bien qu'un néophyte demande à un haut dignitaire d'enlever sa couronne. Si la loi lui donne droit. C'est pour ça qu'il faut légiférer désormais. Parce qu'il y a un vide juridique à ce niveau. Donc nous demandons, et ça fait partie des recommandations, nous voulons qu'on légifère à ce niveau. Et nous allons engager la discussion au niveau de l'État central pour voir dans quelle mesure cela peut être fait. Même si ce n'est pas un gros chapeau, au moins permettre d'avoir un petit chapeau sur la tête pour rester tête nue. C'est pas conseillé et ce n'est pas bon pour le néophyte qui ordonne cela. Alors justement, puisque vous parlez donc de légiférer, on reste donc avec le droit pour dire que au niveau de la recommandation 40 par exemple, vous parlez de promouvoir un cadre législatif qui interdit les injures envers les pratiques endogènes et autres formes d'attaque et de profanation des lieux de culte et qui réaffirme l'inviolabilité des couvents. Oui. Pourquoi ? Parce que vous savez, aujourd'hui, nous sommes confrontés à une grande situation où le vaudou, le fa et nos pratiques ancestrales constituent la risée d'une certaine religion.
pratiquées par nos propres frères et sœurs. Et cela ne garantit pas l'équilibre et l'harmonie au niveau des religions. Parce que, vous savez, la guerre religieuse, c'est comme une poudrière. Il faut faire très attention. On sait quand ça commence, mais c'est plus dangereux que les guerres civiles auxquelles nous assistons. C'est pour ça que nous voulons anticiper sur le fait, puisque vous savez, juste à côté de nous au Nigeria, on vit ça presque tout le temps, où un certain nombre de religions s'affrontent, et tout le temps, rien qu'à cause de ces injures-là. Donc nous voulons que ça cesse, qu'on n'utilise plus nos dénominations génériques pour nous insulter ou qu'on les caricature comme des instruments diaboliques. Parce que je suppose, si on doit faire la promotion, par exemple, ou on doit faire l'évangélisation en Roumanie, on ne va pas dire au niveau de la Roumanie que c'est le vaudou qui est le Satan. Si on doit faire l'évangélisation, par exemple, en Russie, on ne va pas appeler le nom du phare pour faire l'évangélisation en Russie et l'indexer comme le diable. Donc, pourquoi au Bénin, c'est ça qui a utilisé, le vaudou qui a utilisé pour indexer ce qui est négatif. Et c'est ça que nous voulons refuser pour anticiper sur les crises religieuses et promouvoir le dialogue interreligieux. Monsieur Agbo produit un arsenal de lois exigeant le quitus du CONASEB avant toute délivrance d'autorisation en termes de culte endogène par le ministère de tutelle. Est-ce que vous n'êtes pas en conflit avec d'autres associations qui existent déjà, par exemple le syndicat des médecins intellectuels et assimilés du Bénin, qui fait déjà un travail dans ce sens? Alors, déjà, votre question comporte deux aspects. Sur le premier aspect, rappelez-vous, je venais de dire qu'il est important de passer de l'informel au formel. Donc, tout un travail qui sera fait. Une fois que c'est reconnu, une fois qu'on sait qui fait quoi, on a donc des moyens de contrôle et d'accompagnement. Puisque, n'oubliez pas, l'objectif, c'est comment assainir on va dire, si vous permettez ça, la corporation. Donc, une fois que ça c'est fait, ce serait dommage de s'installer encore à nouveau dans l'informel avec d'autres personnes qui deviendront prêtres, du phare, du Bokono, sans qu'on ne les connaisse. Or, comme on est en train de vouloir promouvoir un cadre et un arsenal juridique, il serait normal que le CONASEB ait un droit de regard pour accompagner l'État central dans cette mission-là. Donc, voilà le premier volet. Concernant le deuxième volet, quand vous parlez de syndicats, moi personnellement, je ne les connais pas. J'ai une organisation, la confrérie des liens ancestrales Kola, je ne les connais pas. Et en plus, quand vous parlez de syndicats, par rapport à la définition juridique d'un syndicat, ça signifie quoi? Ça signifie que s'il y a un patron, dans le monde vaudou, c'est pas encore totalement professionnalisé. Donc, je ne sais pas ce qu'ils font. Mais quoi qu'il en soit, tous les acteurs existants, le CONASEB travaillera avec ces acteurs-là pour coaliser les moyens pour qu'on puisse atteindre les résultats. Parce que, n'oublions pas, gardons quelque chose en l'esprit. On a parlé de l'assainissement. Or, pour assainir, il faut non seulement identifier ce qui ne va pas, voir ce qui se passe sur le terrain et proposer les moyens adéquats. Tout à fait. Assainissement dont vous parlez, ça suppose également le cadre de vie. Professeur Kofi, ce que vous achetez aussi, c'est la préservation des couvents. Et vous pensez au niveau de la recommandation 51 qu'il faut préserver les couvents lors des lotissements. Oui. Mais on ne fait pas de l'omelette sans casser les œufs, dit-on. Mais si l'infrastructure en question devrait prendre le couvent afin que ça soit quand même d'une certaine visibilité pour l'utilisation pour tous, est-ce que vous pensez qu'au nom de la préservation donc, de la religion endogène et donc de la préservation de ce couvent-là, on doit pouvoir changer l'emplacement de l'infrastructure? Vous savez, c'est vrai, la plupart du temps, il y a beaucoup, même actuellement, il y a beaucoup de couvents qui sont érigés dans des zones où ces zones ne sont pas encore en quelque sorte loties. Cela pose un problème, puisque la divinité qui est déjà mise sous terre et qui agit déjà et qui travaille pour un grand nombre de populations contribue d'une manière ou d'une autre à l'épanouissement et au développement social de notre vie. Cela veut dire que c'est important dans la vie de la communauté. Or, lors des lotissements, généralement, c'est parce qu'il y a une zone très vaste et il faut tracer des routes. Il faut avoir des hôpitaux, il faut avoir des terrains de jeu, il faut avoir des marchés. Mais on ne peut pas dire que il faut forcément faire passer la voie par
cette maison où un couvent est érigé depuis peut-être plusieurs dizaines d'années afin d'avoir un travail parfait. Les géomètres savent de quoi nous parlons. Ils peuvent orienter autrement leur chemin, leur voie, pour que ça soit adéquat. Trop de viande ne gâte pas la sauce, dit-on. Vous êtes à cheval entre le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Jeunesse, des Sports et autres, et vous vous retrouvez également au ministère de la Santé. En quoi ça vous gêne pour que vous parlez d'un secrétariat d'État, des cultes endogènes et de la médecine traditionnelle? Alors, un secrétariat d'État déjà permet, à notre sens, de pouvoir disposer d'un interlocuteur direct avec qui il faut parler. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas? Non, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas. Vous-même, vous venez de le dire, il y a plusieurs ministères. Vous vous imaginez, en termes d'écoute et en termes de mise en pratique, de mise en œuvre de ce qui a été dit? Non, il nous faut un interlocuteur spécifique avec lequel nous allons travailler pour atteindre ces objectifs-là. Professeur Kofi Aza, en quoi ça vous dérange que... Ça nous dérange parce qu'aujourd'hui... Quand le ministère vous accompagne. Aujourd'hui, d'abord, nous sommes avec le ministère de la Justice, qui est au sein duquel l'ancien ministère chargé des relations avec les institutions est logé. Nous sommes avec le ministère de la Culture, où le sport, le tourisme, tout est logé. Nous sommes avec le ministère de l'Intérieur, où le service des cultes et coutumes est logé. Nous sommes encore avec le ministère de la décentralisation. Donc, on va rester où dans tout ça? Plus c'est le ministère de la décentralisation qui s'occupe de l'administration du territoire. Mais avec qui nous allons travailler? Vous allez, une partie est à la justice, une partie à la culture, une partie à la décentralisation, une partie à l'intérieur. C'est un fou-tout. C'est pour ça que nous avons dit, il faut un interlocuteur étatique, un seul, valable, avec qui nous allons désormais travailler. Vous voulez dire quelque chose? Oui, cette recommandation nous tient beaucoup à cœur. Beaucoup à cœur, parce que là, vous avez parlé d'assainissement. Même si nous, on prend la responsabilité de tout faire pour passer de l'informel au formel, en aidant la professionnalisation des personnes physiques qui exercent à titre individuel, il faut également un geste fort de la part des autorités par la désignation d'un secrétariat d'État avec lequel on pourra dialoguer pour mettre en œuvre les mesures d'accompagnement nécessaires. Professeur Kofi Aza, vous avez estimé au niveau de la recommandation 58 qu'il faut associer le CONASEB à l'identification des faux dignitaires et particulièrement ceux d'entre eux qui s'adonnent au sacrifice humain. Est-ce que vous ne craignez pas, parce qu'à partir de cet instant, c'est la guerre des choses dans l'ombre qui est déclenchée? La guerre des choses dans l'ombre qui est déclenchée, c'est pas ce qui va faire peur aux dignitaires du CONASEB. Non, je crois. On a déjà dépassé ce niveau-là. Mais le problème ici, c'est quoi? C'est que n'importe qui, c'est tout comme des médecins se lèvent et créent une association professionnelle économique. Un médecin n'est pas un financier. C'est ça la réalité. C'est-à-dire que des gens qui ne sont en rien des dignitaires du culte se lèvent et vont créer des associations au nom de la liberté et des associations reconnues par notre constitution, mais qui n'est pas encadrée. Ce que nous demandons ici, c'est d'encadrer désormais la création des associations à caractère professionnel. Parce que quelqu'un qui ne connaît même pas Tchetoula, qui ne connaît pas Djobé, qui ne connaît pas Yekoumedji, se lève et crée une association professionnelle du FA. On lui donne le récépissé. Il va exhiber le récépissé partout pour dire qu'il a une association du FA. C'est de ça qu'il est question. Donc quand ça va se poser comme ça, il faut que les responsables, le ministère de l'Intérieur nous associe pour qu'on puisse voir si ceux-là qui veulent créer ces associations-là, ils sont réellement de la profession. Nous pouvons leur dire s'ils sont de la profession ou pas. Parce que c'est notre job, c'est ce que nous faisons, c'est ce que nous savons faire. Donc c'est tout ce que nous demandons. Nous pouvons les aider à identifier si réellement ceux qui veulent créer cette association-là sont réellement des gens de la corporation par rapport à la dénomination de l'association. Alors, votre première action, comme vous l'avez souligné sur ce plateau, c'est procéder à l'enregistrement de tous les pratiquants de la religion endogène au Bénin. De quels moyens disposez-vous et quel est votre chronogramme dans ce sens? Le premier moyen dont nous disposons, c'est d'abord l'État qui a un devoir de nous accompagner, le devoir de nous accompagner. David Kofi Aza, je ne vous arrête pas, mais oui. Vous êtes quand même le premier responsable du TOFA.
Diaspora. Oui. Vous avez pendant longtemps exprimé sur les antennes que vous n'êtes pas accompagné dans cette mission. Aujourd'hui, vous mettez un conseil en place et vous pensez que vous devez compter sur l'État? Nous comptons sur l'État pas en matière de finances. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. D'accord. Mais quand même, c'est les moyens financiers aussi. C'est les moyens financiers. À notre sein et avec nos partenaires, nous allons mobiliser les moyens financiers qu'il faut pour faire le travail. Ce dont nous avons besoin de l'accompagnement technique et territorial du gouvernement. Puisque aujourd'hui, le gouvernement quadrille tout le territoire. La preuve, quand on a décidé de constituer des groupes, nous sommes d'abord au département, puis aux communes, puis aux arrondissements et aux quartiers de villes et de villages. Donc, nous avons forcément besoin d'abord du ministère de la décentralisation, et c'est pour ça que quand on a commencé ce projet, nous avons associé les préfets, puisqu'on aura à travailler avec les préfets, et il faudrait qu'ils nous ouvrent leurs portes. Nous avons besoin, par rapport au cadre législatif qu'on veut mettre en place, du ministère de la Justice, qui est chargé de la législation. Nous avons besoin du ministère de la Culture, puisque dans nos recommandations, nous avons décidé de procéder à l'inventaire des grands couvents qui sont presque en ruine, et maintenant procéder à leur restructuration afin d'attirer les touristes. Et on doit travailler avec ça, à ce niveau-là, avec le ministère de la Culture, qui est chargé du tourisme. Au niveau du ministère de l'Intérieur, nous avons, comme on vient de le dire, il faudrait qu'on puisse identifier les faux qui vont se cacher dans des brousses, parce qu'il y en a partout. Ils vont se cacher dans les brousses, ils font des exactions, des exécutions, et au bout du rouleau, on pense que ce sont les vrais dignitaires qui pratiquent ces choses malsaines. Donc, nous avons besoin d'eux pour quadriller tout le territoire. De sorte que n'importe qui se lève du jour au lendemain, met des pelles au cou et se fait appeler ou non, il peut être interpellé à tout moment, puisque nous aurons des gens un peu partout sur le territoire. Donc, nous avons besoin d'appui technique de l'État, pas forcément en matière de finances. Il paraît que dans votre rang, M. Silas Agbo, là, il faut le reconnaître, on ne cotise pas assez. Alors, oui, c'est vrai. Historiquement, quand vous avez de ce genre d'initiatives, très peu cotisent. Mais je peux vous dire, et c'est ce qui m'a surpris et m'a rendu enthousiaste. Le CONACEB a réussi à mobiliser, même si cette somme est modique, 176 000 francs CFA à la naissance, à l'issue des travaux, par la participation volontaire de tous les dignitaires présents, par leur participation volontaire, en disant, c'est un bébé qui vient de naître, on ne va pas laisser les choses se terminer de cette façon, et chacun doit cotiser. Vous avez déjà entendu ça dans l'histoire du Bénin? Non, ça n'existe pas. Et ça nous rassure énormément. Pour vous dire que le CONACEB est né avec des ambitions, mais également avec les moyens de ces ambitions au niveau financier. Pour vous dire, notre président, le professeur David Kofi Aza, a précisé, nous avons besoin de l'État. Certes, parce que nous vivons dans un environnement où les autorités ont leur place au niveau de l'administration. Mais quand même, au niveau des finances, on peut compter sur nos différents partenaires. Vous savez, le CONACEB, c'est une fédération. Et il y a différents types d'associations qui existent et qui travaillent déjà avec différents partenaires et qui sont heureux d'accompagner le CONACEB dans cette mission-là. Parce que c'est important, c'est vital pour l'assainissement et pour le tourisme au Bénin. Et justement, pour le tourisme au Bénin, est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'avec la naissance donc de ce conseil, eh bien, le Bénin peut redorer son blason il y a quelques années encore ou quelques mois, terni davantage par le phénomène Kenessi? Mais bien sûr, puisque c'est l'objectif. Et on ne va pas s'arrêter là, on ne va pas seulement que redorer le blason de nos diverses divinités, de nos divers cultes endogènes, mais nous voulons également contribuer à l'essor du tourisme et surtout du tourisme religieux au Bénin. Parce qu'aujourd'hui, c'est le tourisme le plus rentable. Je vous dis, en Afrique, il se passe un tourisme religieux qui draine plus de monde que la Mecque. Ça se déroule où? Ça se déroule à Touba, à 200 km au nord de Dakar, au Sénégal. Ça réunit plus de 7 500 000 pèlerins chaque année. La Mecque draine tout au plus 2 500 000 à 3 500 000 personnes par an. Ça veut dire que si on se base, ce tourisme-là a un relent au niveau du Dahomey. Parce que celui qui a fondé ça, cette confrérie, la confrérie des Mourides,
Cheikh Amadou Bamba, il a été déporté au même moment que le roi Béhanzin. On l'avait signifié ici. Et Dodd, le colonel Dodd, à l'époque, il était colonel, pas encore général, c'est quand il a remporté la bataille de Dahomey qu'il a été promu général. Le colonel Dodd l'avait amené pensant que juste en quelques jours, il pouvait vaincre l'armée dahoméenne. Mais ils ont fait 2 ans. Donc, en ce moment-là, on avait laissé Cheikh Amadou Bamba en liberté, qui avait sillonné beaucoup de couvents du culte vaudou au Bénin, qui a été initié au niveau de beaucoup de cultes. Certes, c'est un musulman, mais c'est un musulman qui n'a jamais mis pied à la Mecque. Cheikh Amadou Bamba n'a jamais mis pied à la Mecque. Mais il est d'obédience islamique. Donc, il a sillonné beaucoup de choses. Et autour, quand lui a fait son retour à Touba, il a créé la ville de Touba, il a créé l'ordre des Mourides. Il a mis en contribution toutes ces expériences-là acquises au Bénin autour de l'islam pour créer l'ordre des Mourides. Et aujourd'hui, l'ordre des Mourides draine plus de gens, plus de pèlerins que la Mecque. Donc, le vaudou a aussi autant de potentialité et est capable de drainer des millions chaque année. Et c'est pour ça que nous avons l'ambition de restructurer le 10 janvier. Puisque tel que ça se passe, c'est un peu plus folklorique. Donc nous allons restructurer ça et mettre en place un point commun où vous venez là, en pèlerinage, ce que vous demandez, l'année qui suit, vous l'avez. Et vous allez revenir témoigner. C'est possible. Nous en avons les puissances, nous avons la force, nous avons l'expérience qu'il faut, nous avons la capacité qu'il faut de le faire. Et mieux que tout ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui. Professeur David Kofi Azar, vous avez toujours clamé tout ça sur les antennes des radios et télévisions. Votre génération finira également par passer. Mais que faites-vous aujourd'hui pour que la chaîne puisse continuer à tourner correctement? Vous savez, toute civilisation, pour qu'elle soit perpétuée de génération en génération, il faudrait qu'elle soit enseignée. Aujourd'hui, ça fait au moins... J'ai commencé par enseigner le Fa en 97. Ça fait 21 ans que j'enseigne le Fa. Et déjà, j'ai déjà formé plusieurs dizaines de Bokono qui exercent déjà. Et autant également sont en gestation. C'est la même chose au niveau de plusieurs associations qui sont retrouvées. La formation, c'est capital. Mais aujourd'hui, la particularité au niveau de CONASEB, c'est que nous allons mettre en place des écoles académiques où non seulement les enfants auront les enseignements académiques normaux, donc le programme de l'État, mais à côté, on va enseigner aussi le vaudou, le Fa, nos réalités ancestrales, nous allons tout enseigner. De sorte que celui qui sort de là, il est pétri de savoir et de connaissances. C'est deux choses différentes. Parce que la plupart de nos écoles aujourd'hui, de nos universités, nous formons des gens au savoir, mais pas à la connaissance. Nous allons leur transmettre la connaissance aussi. Pour que demain, on ne se contente pas seulement d'ingurgiter ce que le blanc nous a imposé comme programme d'activité pédagogique, mais que nous soyons enracinés dans nos propres réalités. Celui qui ne comprend pas ces réalités est un dessouché, un déraciné. Nous ne voulons plus former des intellectuels tarés, comme l'a dit le grand-père il y a quelques années. Vous êtes le chargé de projet au niveau donc, du bureau exécutif de CONASEB. Est-ce que vous pensez que tout ça, c'est possible? Alors, on a pour habitude, quand on fait souvent des recommandations ou un programme d'activité, de vouloir tout faire en même temps. Mais non, nous voulons aller avec méthode. Et je peux vous garantir que nous avons non seulement cette ambition, les moyens de notre politique, mais également mettre tout en œuvre au niveau méthodologique pour y arriver. C'est pour cette raison que vous allez voir, notre premier objectif, c'est ce recensement. Parce qu'on se dit, on ne peut pas mettre tout, arriver à l'assainissement. On ne peut pas arriver à atteindre ces objectifs-là ou ces recommandations-là si nous ne nous connaissons pas. Vous voyez? Donc, pour nous, c'est un élément important. Et puis, quand même, dans le bureau exécutif, vous avez des personnes, des personnalités avec une certaine expérience professionnelle. Moi, je connais mon expérience professionnelle. Je sais que j'ai eu l'habitude de travailler sur ce genre de projets, que ce soit au Bénin ou à l'extérieur. Vous voyez? Donc, à ce niveau-là, on n'a pas de doute. On est arrivé avec des compétences, que ce soit au niveau intellectuel, mais également au niveau de nos traditions endogènes pour les porter au plus haut. Donc, en ce qui concerne les projets et leur mise en œuvre, on n'a pas de doute. Autre vision que vous développez à travers donc, vos recommandations, c'est bien sûr la médecine traditionnelle. Professeur Kofi Azar, vous avez tout à l'heure dit que
vous mettrez en place un cadre où, oui, en tout cas le 10 janvier, par exemple, les gens viendront avec des promesses claires et qu'un an après, ils verront cela se réaliser. C'est d'ailleurs ça qui est à la base donc, du phénomène Kédessi, parce qu'on croit à ce qu'effectivement, on peut fabriquer de l'argent. Maintenant, votre médecine moderne, traditionnelle, qui sera aux côtés donc, de la médecine moderne, est-ce qu'il n'y aura pas de guerre d'abord? La guerre n'est pas à notre niveau. La guerre n'est pas à notre niveau. Nous savons qu'il y a les firmes pharmaceutiques qui influencent beaucoup nos activités au niveau de la médecine traditionnelle au Bénin. Mais si vous êtes efficace, est-ce qu'ils peuvent vous combattre? C'est jusque-là. Le problème, c'est c'est pas nous qu'ils combattons directement sur le terrain. C'est pas nous, ils ne nous combattent pas directement sur le terrain. Mais ils font surtout la pression sur les autorités. Et aujourd'hui, nous sommes dans un pays, c'est une nation qui a un gouvernement, qui a des autorités politico-administratives à divers niveaux. Si c'est ceux-là qui définissent la politique nationale du pays, si à leur niveau, la médecine traditionnelle est plombée, on n'aura pas. Et aujourd'hui, il faut voir combien de produits pharmaceutiques sont autorisés, de produits de la médecine traditionnelle sont autorisés dans nos pharmacies. Ce n'est pas nombreux, même s'il y a quelques efforts qui sont faits ça et là. Mais le problème fondamental est qu'on doit se poser la question de savoir, est-ce que, si on doit comparer nos médicaments traditionnels et les médicaments moléculaires qu'on nous envoie, où se trouve l'efficacité? Mais est-ce que chez vous, le problème qui se pose, c'est les problèmes de dosage? Non, ça a été inventé par les Blancs qui parlent de problèmes de dosage. Écoutez, la sauce de légumes que vous mangez, quand vous mangez la sauce de légumes, est-ce que vous avez un dosage pour manger la sauce de légumes? Mais à la fin, vous avez aussi que ça déclenche des maladies. Non. Quand vous mangez, quand la sauce est proprement préparée, vous pouvez manger quelle que soit la quantité que vous mangez, ça ne crée aucun mal. Donc, les médicaments, c'est aussi les plantes. On fait les tisanes et on boit. Mais quand on parle de dose, écoutez, moi, mon grand-père a vécu 120 ans. Il n'a jamais pris un seul comprimé dans sa vie. Mais il a vécu 120 ans. Mon beau-conon, Boy Viganze, qui est à Woku, il est mort à 142 ans. Il est mort il y a 4 ans seulement. Il n'a jamais pris un comprimé. Mais ne dites pas que c'est parce que on prend des comprimés, des tisanes aujourd'hui, qu'on a des problèmes de reins. D'abord, qui sont ceux-là qui souffrent d'insuffisance rénale? Mais ce ne sont pas ceux qui prennent des tisanes, mais ce sont ceux qui prennent des comprimés. Et dites-moi, rentrez dans une pharmacie et demandez un seul médicament qui guérit une maladie. Il n'y en a pas. Les médicaments dans les pharmacies ne traitent que les symptômes. Nous savons bien, on dit en fond, aucun médicament en pharmacie ne guérit une maladie. Il n'y a que des symptômes qu'ils traitent. Il n'y a que les tisanes qui guérissent les maladies. C'est ça la réalité. Mais c'est parce qu'en voulant faire la promotion... L'apologie de votre domaine. Non, c'est la réalité. Et je demande aux techniciens de se pencher sur la question. Le problème aujourd'hui, c'est quoi? C'est en faisant la promotion de la médecine traditionnelle à grande échelle, c'est que les firmes pharmaceutiques n'auront plus d'argent. Ces firmes pharmaceutiques-là évoluent et prospèrent grâce aux maladies. S'il n'y a pas de maladie, est-ce qu'il n'y aura pas de médicaments à acheter? Ils ont intérêt à ce qu'il y ait tout le temps de maladies. C'est comme ceux qui fabriquent les armes. Ils ont intérêt à ce qu'il y ait tout le temps des conflits pour vendre des armes. C'est la même chose. Maintenant, c'est à nous de nous dire, maintenant, là, il faut que ça s'arrête. Et vous avez les armes pour ça? Nous avons les armes qu'il faut. Pour rebondir juste par rapport à ça et pour assurer tout le monde, de plus en plus, les firmes pharmaceutiques commencent par subventionner des associations, des programmes pour pouvoir développer la médecine traditionnelle. Ça se passe de plus en plus. Vous avez des firmes pharmaceutiques en France, en Allemagne, un peu en Suisse, puisqu'il y a beaucoup de firmes pharmaceutiques là-bas, qui commencent par subventionner ces gens d'initiative. Pourquoi? Parce qu'il y a une demande. Il y a une demande qui commence par prendre de l'ampleur pour qu'on revienne à... Elle a été un peu tirée par le bio, pour qu'on revienne à des valeurs naturelles. Donc, cette guerre-là, elle n'aura pas lieu. Cette guerre n'aura pas lieu. Peut-être l'autre guerre, c'est les intérêts politiques. Parce que vous savez, votre désordre a toujours profité aux acteurs politiques. Est-ce que vous pensez que cette organisation sera quand même bien vue par les acteurs politiques? Le problème ici n'est pas que si l'organisation soit bien vue ou mal vue par les acteurs politiques, mais le problème ici, c'est que nous voulons assainir une corporation. Nous voulons
arranger, améliorer le vécu quotidien d'une corporation. Ce n'est pas les acteurs politiques qui vont décider pour nous ce que nous-mêmes nous allons devenir. C'est à nous de prendre notre destin en main. C'est à nous de prendre notre avenir en main. Ça peut arriver. Puisque vous savez, la main qui donne, c'est la main qui ordonne. Voilà. Et c'est pour ça que dès le départ, nous avons décidé d'aller vers un autofinancement des assises. Les assises ont été financées par les associations. Donc vous n'avez bénéficié de subventions de personnes? Aucun. De personne. Donc le problème aujourd'hui, ça va les gêner, mais ils vont trouver d'autres palliatifs pour régler ça. Mais ce n'est pas pour ça que nous allons arrêter le processus. Monsieur Agbou, vous ne craignez pas une mainmise dans les jours à venir des politiques? Non, à ce niveau, rassurons-nous. Déjà, le CONASEB n'est pas né avec une ambition politique. Le CONASEB n'est pas né sous l'impulsion d'une entité politique qui cherchera à nous contrôler. Il peut peut-être à un moment donné avoir peut-être des tentatives, mais vous savez, dans le CONASEB, il y a différentes associations et peut-être différentes sensibilités. Et il faut qu'on garde à l'esprit quelque chose. C'est que l'assainissement de notre secteur, c'est quelque chose d'important. On ne peut pas, c'est notre priorité. On ne peut pas empêcher un politicien d'un bord ou d'un autre d'aller voir des associations, même des personnes physiques, ou non, prêtres, prêtresses, etc., et leur dire, votez pour moi, etc. Ça ne concerne pas le CONASEB. Le bureau exécutif national, avec ses délégations, n'ont pas du tout cet objectif-là en ligne de mire. Vous voyez? Donc pour nous, c'est important. Et je voudrais rebondir sur quelque chose. Nous allons bientôt aussi mettre en place un code de déontologie. Et ça, c'est un aspect très important. Donc, que les politiciens utilisent ou bien cherchent à négocier avec des acteurs individuels, c'est tout à fait leur droit. Mais avec le bureau exécutif du CONASEB, non. Puisqu'on est là, on est comme des gardiens du temple. On ne peut pas être en face et quelque chose de ce genre-là va se produire. Vous refusez pas les financements, les subventions, mais la même mise, le contrôle de l'association, ça vous dérangerait? Alors, pour répondre à votre question d'une autre façon, vous dites, vous pensez à quelque chose? Est-ce qu'on peut contribuer au développement du tourisme sans que le gouvernement n'ait une participation là-dedans? Tout à fait. Non, c'est impossible. Est-ce qu'on peut participer au développement du tourisme? Par exemple, si le maire, la mairie de Porto-Novo, si la mairie, par exemple, de Gogounou, si NASA met dedans, c'est impossible. Donc, s'il faut à un moment donné, à travers des partenariats clairs, spécifiques et au cas par cas, négocier pour le bien-être commun, pour le développement commun, on le fera. Mais ça ne veut pas dire qu'on négocie dans ce sens politique, puisque l'esprit n'est pas là. Professeur Kofi Aza, vous avez encore 1 minute, on va sortir de cette émission. Qu'est-ce que vous avez envie de dire et qui n'a pas été jusque-là abordé? Il y a d'autres aspects de notre programme d'activité qui, après le recensement général, parce que déjà, on se fait déjà une idée, nous avoisinons plusieurs dizaines de milliers, nous avons décidé aussi d'aller vers les maisons d'assurance. Puisque vous savez, à un moment donné, ce que nous faisons n'a pas de retraite. Et de sorte que nos aînés n'ont pas envie de raccrocher tout de suite au risque de se voir complètement démunis. Ce qui fait qu'ils ne passent pas la main, ils ne passent pas le relais tout de suite. Donc, ils attendent jusqu'à leur mort. Donc, nous voulons déjà aller vers une assurance sociale qui leur garantira un minimum au niveau de leur vieux jour, de sorte qu'ils ne sont pas obligés de travailler jusqu'à 80 ans, toujours pour avoir un mieux-être. Donc, il y aura une retraite qui leur sera garantie et il y aura également une assurance maladie qu'on va garantir aussi à nos dignitaires, surtout pour leurs vieux jours, pour qu'ils soient correctement soignés. Ça voudra simplement dire que le monde de l'endogénité a de beaux jours. Ah ben oui, tout à fait. Merci donc à vous, chers invités. C'est bien sûr Silas Agbou, chargé de projet au sein donc du bureau exécutif de CONASEB, c'est le Conseil national des cultes endogènes du Bénin. Merci donc d'être passé. Vénérable Kofi Aza également, merci d'être venu pour partager donc vos avis sur cette assise qui a consacré donc la naissance de CONASEB, Conseil national de culte endogène du Bénin.
Bénin qui va désormais réorganiser, on le souhaite vivement, le monde vaudou afin que le Bénin soit davantage bien vu sur le plan touristique. À chacun, à tous, merci d'avoir suivi l'émission ici et ailleurs consacrée donc aux religions endogènes. À très bientôt.